Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nouvel épisode aujourd'hui. On va revenir sur les fondations, le vide sanitaire. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve juste après l'intro. Merci d'être là. Alors, on va commencer par les fondations. On va aussi aborder le sujet du vide sanitaire. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à aimer si le contenu vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, déjà, je vous mets des schémas, des dessins pour, voilà, pour comprendre un peu la structure et pour, voilà, pour que ça soit un peu plus facile pour vous pour la suite. Donc, voilà, comme d'habitude, ces vidéos s'adressent aux particuliers qui construisent leur maison ou qui ont le projet de construire. Voilà, donc vous avez l'ordre d'idée, etc. Vous savez si vous voyez des, voilà, des informations sur le devis, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que les fondations, qu'est-ce que le vide sanitaire. Donc voilà, là à gauche, on a, enfin sur ma gauche à moi, peut-être sur votre droite à vous, voilà, on a deux rangs d'agglos surposés, ils sont bâtis sur des fondations. On voit les semelles filantes qui dépassent, voilà, qui sortent un peu des fondations. Donc voilà, les aciers, c'est les semelles filantes. Voilà, donc ils peuvent être de tout type, hein, ils peuvent être de tord de 8, tord de 10, 4 fils, 6 fils, 8 fils. Donc voilà, tout dépend votre zone sismique et ce que l'étude béton aura préconisé pour vous. Voilà, donc sur l'épisode précédent, j'ai précisé la hauteur des fondations, etc. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, allez sur ma chaîne. Le dessin à droite, c'est un petit croquis que je vous ai fait. Donc on voit voilà, l'agglo du vide sanitaire qui fait 20 de large. Le trait bleu au milieu, c'est l'acier qui vient des fondations, qui doit être attaché à la fondation qui monte dans les agglos. Donc l'acier en bleu est fixé et attaché à la semelle filante lors du coulage de la fondation. La fondation en question fait 50 cm, donc avec les 20 du mur, on a 15-15 de chaque côté. Idéalement, le mur doit être axé dans la fondation. Ce n'est pas tout le temps le cas dès qu'on est en limite de propriété. Donc voilà, donc dès qu'on a limite de propriété, pour éviter que les fondations dépassent chez le voisin, on fait une fondation un peu plus large et le mur vient en bordure de fondation. Voilà. Donc j'ai mis 50 cm, mais c'est théorique, hein. Il peut faire 60, 70, 80. Tout dépend de votre étude béton, votre étude de sol et la zone dans laquelle vous souhaitez construire votre projet. On passe, voilà, donc fondation, on va aborder la définition. Qu'est-ce qu'une fondation? Les étapes et l'acier. Alors, la définition de fondation. Qu'est-ce qu'une fondation? Alors, il existe trois types de fondations. Les constructeurs, les maçons ont trois types de fondations en règle générale. On a la fondation dite superficielle. Donc, c'est la fondation la moins profonde. Souvent, maison individuelle, le sol est plus ou moins stable. Le dur est à proximité, c'est-à-dire le dur peut être à 40, 50 cm. Donc, j'ai mis superficielle 30 à 60 cm. Attention, 30 cm, c'est dans le cas où la roche est en surface. Pour éviter de taper 60 cm dans la roche, ce qui est absolument, voilà, ça sert absolument à rien, on fait un ancrage dans la roche, donc on creuse 30 cm dans la roche, ce qui est énorme, et on fait 30 cm pour que l'enrobage, pour que l'acier soit entièrement enrobé. Donc voilà, donc l'acier fait 25 pour qu'il ait 5 cm d'enrobage, hein, c'est le minimum. Après, on a la fondation semi-profonde qui fait entre 60 cm et 2 mètres. Et on a la fondation dite profonde. Donc c'est une fondation supérieure à 2 mètres. Donc là, c'est notre système, notre chip. On va mettre des pieux, du forage, etc. Donc là, c'est autre chose, hein. C'est avec des entreprises qui sont plus spécialisées dans ce domaine. Donc, c'est dit hors gel, hein. Donc voilà, donc on essaye de aussi, il faut que la fondation elle soit hors gel. Donc aussi, tout dépend la profondeur de fondation dépend du dur, mais dépend aussi dans la région dans laquelle vous habitez, donc le sud de la France, le nord de la France, etc., le climat. Euh, pour connaître la nature de votre sol, pour connaître, voilà, si vous souhaitez acheter un terrain, vous voulez savoir le budget, etc., soit voyez avec votre voisin, s'il y a un voisin qui vient de construire dans les résidences où il y a souvent, voilà, souvent vous avez des maisons neuves, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les chantiers qui sont à côté, demandez gentiment et normalement on ne va pas vous refuser l'accès au chantier, hein. N'y allez pas pendant les heures de travail parce que c'est interdit. Allez-y avec le voisin, avec le propriétaire, le week-end, etc. Mettez des chaussures de sécurité pour éviter de vous blesser et allez jeter un petit coup d'œil pour voir un peu la qualité du sol. Parce que la qualité du sol ne diffère pas de quelques centaines de mètres, hein.
Donc, sinon, la mairie, donc souvent la mairie, le service urbanisme connaissent un peu la nature des sols de la ville en question, ou tout simplement effectuer une étude de sol, hein. Effectuer une étude de sol, bon, vous allez payer, voilà, ça dépend de l'entreprise, moins de 1000 euros, je pense que ça coûte, et vous allez savoir la qualité de votre sol plus précisément. Alors, les fondations, les étapes de la fondation. Donc, pour revenir à la vidéo précédente, on a parlé de terrassement. Donc voilà, contrôler, vérifier les fouilles du terrassement. Ça, je le répète, vérifier les fouilles. Donc voilà, elles doivent correspondre au plan. Il y a énormément de soucis par rapport à ça. Ou même si la maçonnerie elle est bien faite, même si les maisons elle est droite et qu'elle respecte, souvent, voilà, vu que c'est pas tout le temps facile d'implanter une maison, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, vérifier les équerres, vérifier l'emplacement de la maison par rapport aux voisins, par rapport voilà, à des éléments qui sont présents sur le plan de l'architecte. Voilà, vérifiez bien. Une fois que les fouilles sont vérifiées, sont validées, on met une couche de béton de propreté sur le fond de la fondation, notamment lorsque les fondations ne sont pas tout à fait homogènes ou qu'il y a de la roche à certains endroits et pas à d'autres, donc c'est pas tout à fait nivelé. On met 5 cm, 10 cm de béton de propreté, pas besoin de la ferrailler. Et au-dessus du béton de propreté, on va mettre un acier dit semelle filante. Encore une fois, cette semelle filante, le diamètre, la coupe, etc. dépend de la région dans laquelle vous habitez. Moi, vers chez moi, vers Marseille, moi j'ai l'habitude de mettre de la semelle filante en 20-35, soit en tord de 10, soit en tord de 12, tout dépend. On met aussi les chaînages, on met aussi les chaînages périphériques, on met les chaînages de régisseurs. Voilà, on regarde sur le plan. Là, voilà, là, je parle plutôt aux professionnels, mais les particuliers aussi, les clients, les propriétaires peuvent vérifier avec le maçon. Il faut que dans chaque angle de la maison, dans chaque ouverture, sur le côté de chaque fenêtre, de chaque baie vitrée, il y a un chaînage de raidisseur qui monte. L'idéal serait qu'il dépasse de 60, 70, ça dépend de la hauteur de votre vide sanitaire. Si votre vide sanitaire fait 1 mètre de hauteur, il faut que le chaînage de raidisseur dépasse d'1,20 m, c'est-à-dire 1 mètre du vide sanitaire et les 20 cm du plancher. Donc l'idéal serait que le plancher rez-de-chaussée et le vide sanitaire soient attachés, soit voilà, solidaires en fait, hein, soit fixés solidaires avec toute la structure. Ici, ce n'est pas le cas. N'hésitez pas, voilà, pour les maçons, à rajouter des raccords et à rehausser vos raidisseurs. Donc voilà, le ferrage doit correspondre au type de fondation, c'est-à-dire que d'une région à une autre, d'une commune à une autre, d'une zone sismique à une autre, le ferraillage va changer. N'hésitez pas à regarder dans quelle zone vous habitez. Voilà, donc il y a des zones où c'est plus restreint, des zones où c'est plus risqué, etc. Voilà, donc faites vérifier tout avant le coulage. Une fois que le ferraillage est attaché, une fois que les équerres sont mises dans tous les angles, une fois que les raidisseurs sont attachés, si vous faites un vide sanitaire en agglo-banché, n'hésitez pas à mettre des attentes, voilà, des barres. Euh, Il y en a qui font un vide sanitaire en agglo creux, donc ils ne mettent pas de barre. Moi, je te déconseille de le faire en agglo creux, on va en revenir plus tard. Mais si vous faites voilà, un vide sanitaire en agglo banché, n'hésitez pas à mettre des barres en attente et à couler tout ça. Donc voilà, troisième étape, mise en place du béton. La toupie, elle vient. N'hésitez pas à dire aussi aux fournisseurs de béton que vous faites la fondation. Donc, d'une prestation à une autre, ce n'est pas le même béton. Donc voilà, béton fondation, Tradifond. Le béton doit être coulé le même jour, hein. Faites pas les fondations d'une maison à des jours différents pour éviter les dilatations et les fissures. Et une fois que c'est coulé, une fois que vous avez tapé, une fois que les maçons ont bien tapé le béton et qu'il est plus ou moins nivelé, un petit coup de laser, c'est-à-dire que vous prenez un repère. Ce repère-là sera présent du début à la fin de la construction. Ça sera un repère cible, un repère maître. Ce repère, vous mettez une barre, vous mettez un coup de bombe, vous faites ce que vous voulez. Et à partir de ce repère, vous nivelez vos fondations. Donc la hauteur de la fondation est très importante. Si vous avez une hauteur de fêtage sur vos plans qu'il faut respecter par rapport à la mairie, ça commence par la fondation. Donc si j'ai abordé ces points sur les anciennes vidéos par rapport aux hauteurs, si vous avez une hauteur de plancher idéale, si vous souhaitez voilà, être plus ou moins à la hauteur de jardin, c'est important que vos fondations soient adaptées à vos projets et à ce que vous voulez faire. L'acier des fondations, je viens de le dire, donc tout dépend de la semelle filante. Il existe plusieurs types de semelles ainsi que plusieurs diamètres. Voilà, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Je viens de vous le dire, en fonction de où est-ce que vous habitez, de la zone sismique, de la hauteur de votre œuvre, du type de construction, etc. Ça change
n'hésitez pas de demander une étude béton. Il y a des ingénieurs béton qui sont faits pour ça. Il y a si c'est un gros projet, n'hésitez pas à passer aussi par des bureaux techniques. Ça coûte ce que ça coûte, mais vaut mieux rajouter quelques milliers d'euros et être tranquille et être garanti et assuré que ce que vous êtes en train de construire, votre projet, soit périn voilà, à long terme et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises une fois les finitions faites. Passons maintenant au vide sanitaire. Alors, le vide sanitaire, donc on va parler de la définition, qu'est-ce que le vide sanitaire, les étapes, et est-ce obligatoire? Et voilà, donc on va répondre à cette question. Alors, à quoi sert un vide sanitaire? Le vide sanitaire est un vide qu'on crée entre le plancher du rez-de-chaussée et le sol naturel. Quand je dis plancher du rez-de-chaussée, c'est-à-dire c'est le sol de la maison qui est le plus bas. C'est le sol de l'étage le plus bas de la maison, hein. On ne peut pas être plus simple que ça. C'est entre ce plancher-là et le sol naturel, la terre. Donc on monte des murs au-dessus des fondations. Voilà, on monte des murs au-dessus des fondations. Voilà. Après on pose le plancher. Entre le plancher et le sol naturel, c'est ce qu'on appelle le vide sanitaire. Alors la hauteur du vide sanitaire doit permettre l'accès et de respecter les hauteurs fêtage de vos plans. Il faut que le plombier, l'électricien qui puisse accéder à vos vides sanitaires. Donc, il ne faut pas le faire à 20-25 cm. Il faut vraiment qu'on puisse accéder en dessous. Donc, 60 cm, c'est vraiment le minimum. 50-60 cm, c'est le minimum. Après, c'est faisable, mais moi, je déconseille. La hauteur, voilà, donc elle doit aussi respecter les hauteurs fêtage de vos plans. Ne faites pas des vides sanitaires à 1,50 m et après, vous n'allez plus avoir assez d'auteur pour faire vos fêtages, votre couverture. C'est logique, hein, mais bon, il vaut mieux le dire que, voilà, qu'il y ait des soucis. Le vide sanitaire, à quoi ça sert? Alors, le vide sanitaire permet une meilleure isolation, notamment si vous faites un plancher isolant avec du polystyrène, un système isolant avec des rupteurs thermiques, etc. Et aussi de se protéger de l'humidité. Alors, pour profiter au mieux de vide sanitaire, il y a certaines étapes à effectuer. Donc, première étape déjà, c'est de faire votre vide sanitaire, pardon, en agglo-banché. Ce n'est pas obligatoire, mais moi je le recommande fortement. Vaut mieux rajouter quelques milliers d'euros et faire un vide sanitaire en bonne et due forme. Le béton coulé dans le bloc banché va permettre une meilleure isolation, une meilleure étanchéité et de réduire encore plus la structure. Voilà, donc si vous choisissez cette option, n'oubliez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, de mettre des attentes dans les fondations. Regardez en fonction de la marque de votre agglo-banché, de respecter les entraxes entre les attentes. Parce que entre d'une marque à une autre d'agglo-banché, je pense que les alvéoles diffèrent. Donc voilà, respectez les entraxes. Si ce n'est pas tout à fait respecté, on peut un tout petit peu de quelques centimètres tordre un peu les attentes, question que lorsqu'on pose le bloc, il ne soit pas gêné par la barre, si ça arrive pile poil sur le bord. Voilà, donc n'oubliez pas les bordures. Les raidisseurs, pas souci dans les agglo-banchés. Bouchez un peu tous les trous, faites le béton bien liquide. Le maçon doit faire le béton bien liquide. Vibrez-le si c'est possible avec un petit vibreur pour pas casser l'agglo. Voilà, donc l'étanchéité, la protection de ce vide sanitaire. Donc l'étanchéité, elle se fait au niveau de la rase. Elle se fait aussi au niveau du béton coulé dans l'agglo. Donc le béton coulé dans l'agglo permet une meilleure étanchéité de la structure, car on peut mettre un peu de latex dans le béton, on peut le mélanger un peu avec du latex, avec de l'imperméabilisant, du silica. On va le mélanger avec, on va le malaxer avec le béton, on va le couler. Et dans la rase aussi, parce que la rase est obligatoire, même si vous montez vos agglo-banchés bien propres, il est préférable quand même de faire une rase. La rase aussi va permettre une meilleure étanchéité de la structure et d'empêcher les remontées capillaires. C'est-à-dire qu'un sol qui est humide va avoir, lors des fortes pluies, etc., va avoir tendance à gonfler, donc le sol va être mouillé. Vu que le vide sanitaire est la structure qui est le plus bas, donc le vide sanitaire va être le premier élément de la structure qui va être en contact de l'humidité. Et un agglo creux, c'est une éponge, hein. L'agglo creux, c'est une éponge. Donc, même si vous mettez une petite couche de bitume ou un delta MS, ça va pas être super efficace parce que le delta MS, on le met que de l'extérieur, en partie façade. À l'intérieur du vide sanitaire, là où il y a l'humidité, là où il y a le plus d'humidité, donc là, il n'y a pas de delta MS. Donc, mettez vraiment du latex, mettez du silica imperméabilisant. C'est un peu un aspect de lait, vous savez, ça se vend dans les marchands de matériaux, on dirait un petit sac en plastique, ça ne coûte pas super cher. Mettez ça aussi
au niveau des arases et là, vous êtes tranquille. Alors, est-ce que le vide sanitaire est obligatoire ou pas? Alors, et les alternatives. Moi, je recommande fortement le vide sanitaire et c'est quasi obligatoire, hein. Alors, le vide sanitaire est quasi obligatoire. Euh, Avec ses qualités d'isolation et ce qu'on vit aujourd'hui par rapport à tout ce qui est climatique, avec le gaz qui se fait de plus en plus rare, les factures qui sont de plus en plus salées, se priver d'un vide sanitaire isolant qui va vous permettre de faire des économies de malade, c'est vraiment faire du n'importe quoi. On ne doit pas se passer d'un vide sanitaire, hein, moi, je le recommande, c'est quasiment obligatoire, hein, notamment avec tout ce qui est normes d'isolation, etc., tout ce qui est DPE, ISO, voilà, tout ce qui est les normes par rapport à... On vous demande ça, hein, renseigne niveau, mais lorsque vous déposez le permis de construire, on vous demande un peu tous les documents pour l'isolation. Là, j'ai plus le nom, j'essaierai de vous le mettre en bas. Voilà, donc après, il est possible de faire une dalle radiée ou flottante, mais ces systèmes, voilà, bien qu'ils soient moins chers, elles comportent de nombreux avantages, et notamment au niveau de l'isolation et de l'humidité. Donc voilà, ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai essayé de faire plus rapide parce que les anciennes vidéos que j'ai faites étaient longues. Je pense que c'était un peu lourd pour les gens qui n'étaient pas du métier. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à liker. Posez-moi un commentaire si vous avez des questions. Je vous ai laissé aussi mes coordonnées en description. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, tout ce qui est questions techniques, j'y répondrai voilà, avec plaisir. Ben, je vous remercie, je vous dis à une prochaine. Dans la prochaine vidéo, on fera une vidéo plancher. Donc j'essaierai de focaliser que sur le plancher parce que je pense que c'est l'un des éléments les plus importants. Je vous expliquerai pourquoi. Ben, je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois.